Avec Mathieu, bien sûr, et Arthur de Vatrigan. Marion Maréchal nous a rejoint. Marion Maréchal, bonsoir. Vous êtes eurodéputée, présidente du mouvement Identité Liberté. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité ce samedi soir Marion Maréchal? Parce que plusieurs thèmes de l'actualité présente rejoignent des engagements de longue durée de Marion Maréchal. Notamment, on va parler dans un instant de la question des frères musulmans. Mais d'abord, une question première. Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez peut-être regardé, peut-être vu cette semaine l'émission de France 2, je crois. Sommes-nous tous racistes? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Oui, j'ai regardé et je me suis souvenu pourquoi je suis pour la privatisation de l'audiovisuel public à cette occasion. Et je pense que cette émission aurait dû être rebaptisée parce que la question n'est pas sommes-nous tous racistes, c'est les blancs sont-ils racistes? Et ça n'est même pas une question, c'est en fait une affirmation. C'est les blancs sont racistes. Voilà, c'était l'objectif. C'était une émission absolument affligeante avec des expériences qui sont tout à fait contestables sur la forme et le fond et qui ont vu d'ailleurs des prises de parole de personnes là encore tout à fait contestables. Je pense notamment à cette soi-disant professeure d'université, Maboula Soumaoro, dont j'avais d'ailleurs empêché l'expression il y a quelques semaines de ça au Parlement européen, qui est donc présentée comme une experte des sujets liés à l'antiracisme et qui est une femme qui elle-même porte un discours anti-blanc assumé, voilà, qui dit que nier finalement, je cite, ses privilèges blancs, c'est participer au système raciste, qui a soutenu des camps décoloniaux interdits aux blancs, des camps, là encore, décoloniaux interdits aux blanches également, sauf si elles étaient voilées, parce que là c'est bon, ça marche, et qui a aussi déclaré, je cite, j'en ai rien à foutre d'être française, je n'ai pas le cœur qui bat quand je vois le drapeau bleu-blanc-rouge. Pour vous donner un peu la tonalité. Et pour moi, tout ça s'inscrit d'ailleurs dans une offensive assez puissante, il faut le dire, depuis maintenant quelques années, non seulement de culpabiliser les Blancs en général, la population blanche, mais même d'aller jusqu'à nier même le racisme anti-blanc, y compris jusqu'au plan judiciaire. On se souvient notamment évidemment de l'affaire de Thomas, où 2 journalistes se sont affairés durant 2 années complètes à démonter ce scénario. Et plus largement, quelque chose de très insidieux, parce que ça m'a fait penser immédiatement en regardant cette émission à 2 publicités que j'ai vues, une dans le journal L'Équipe, je ne sais pas si vous avez vu, on voit une mère de famille blanche, blonde, qui se jette du coup sur un des arbitres manifestement de football et qui est censé dénoncer donc la violence dans le sport, et une autre du CHU de Grenoble, si je ne m'abuse, qui là encore voit une personne donc blanche agresser un soignant. Donc vous voyez, au prétexte en fait de ne pas soi-disant alimenter les préjugés à l'égard de personnes d'origine immigrée étrangère, eh bien là pour le coup il n'y a aucun complexe à systématiquement représenter le blanc comme nécessairement le coupable, le délinquant, le méchant, ce qui est évidemment extrêmement raciste en réalité. Mais comment expliquez-vous cette radicalisation du service public? J'entends par là la population manifestement est exaspérée devant l'immigration massive, n'en peut plus de ce type de discours, et le service public décide d'en rajouter une couche. Comment le comprenez-vous? Je pense qu'ils ont le sentiment aujourd'hui, c'est le même débat d'ailleurs assez fou que j'ai eu cette semaine, on en parlera peut-être au sujet de ce terme de français de souche, c'est-à-dire que le peuple français finalement se rend compte aujourd'hui d'une menace existentielle sur son identité, sur ses mœurs, sur son mode de vie. Il cherche à réagir à cela et donc toute la journée, pour l'empêcher de réagir finalement, on va pas seulement d'ailleurs le culpabiliser, du fait de ses origines qu'il inscrirait nécessairement, mécaniquement dans ce rôle du coupable, qui est donc tenu de se taire, mais jusqu'à aller à la négation de son existence. Ça veut dire que le peuple historique français n'existerait pas, le français de souche n'existerait pas. Vous avez eu un échange avec Apolline de Malherbe autour de cela, c'est-à-dire de manière un peu étonnante, où une madame qui s'appelle de Malherbe explique à une autre qui s'appelle Maréchal que les français de souche n'existent pas. C'est une espèce d'expérience de déni étonnant. J'ai vécu un moment de trouble, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai dû expliquer pendant près de 10 minutes dans cette émission, en effet sur BFM TV, que les Français de souche, les Français donc d'origine française tout simplement existaient. Je crois en faire partie de vieilles souches, ayant un nom breton, Le Pen, et un arrière-grand-père et un grand-père présents sur le monument aux morts, face à en effet une journaliste qui s'appelle Apolline de Malherbe, donc qui est quand même issue de la noblesse française et qui ne semble feindre de ne pas savoir ce qu'est être un Français de souche, qui est assez fascinant et qui une fois de plus s'inscrit dans cette volonté de nier l'existence même d'un peuple français, d'autant plus étonnant, vous qui êtes souvent présenté comme un Canadien français, c'est bien la démonstration qu'il y a donc bien une origine française. Et je crois qu'en fait, précisément, l'objectif derrière cette volonté de nier le peuple historique, c'est d'expliquer que finalement la France n'a jamais été qu'une terre d'immigration et que donc vouloir lutter contre cette immigration massive n'a pas de sens, puisque de toute façon, il n'y aurait pas de substance
propre. Ce qui, moi, évidemment, me semble totalement erroné sur le plan historique, puisqu'on sait depuis longtemps déjà maintenant, et ça a été démontré par de nombreux démographes et historiens, que le peuple français a été relativement stable, évidemment, sur le sol français jusqu'à ces 50 dernières années. Et pour vous donner un chiffre qui doit vous faire la démonstration de l'accélération historique spectaculaire que nous vivons, la moitié des Algériens qui vivent aujourd'hui en France sont arrivés après 2000. Ouais, pour vous dire, en fait, qu'on vit un phénomène extraordinaire, au sens littéral, exceptionnel, et on essaye de dissimuler cela aux Français en leur expliquant que finalement, non, pas du tout, ils n'existent pas, et si tant est qu'ils existent, de toute façon, ils sont mieux amenés à se taire. Alors, prenons le problème dans un autre sens. On a parlé beaucoup ces dernières semaines du rapport dévoilé par Bruno Retailleau sur l'emprise des frères musulmans sur la société française. On a parlé des frères musulmans, mais peut-être insuffisamment ensuite de l'emprise d'une forme d'islamisme ordinaire sur une partie du commun des mortels. Que retenez-vous de la séquence finalement du frérisme jusqu'à aujourd'hui, cet islamisme qui peut même s'exprimer peut-être dans le contexte de la fête de la musique? Oui, et le combat, le moins qu'on puisse dire, n'est pas terminé, puisque j'ai moi-même, avec nos élus, dénoncé la présence d'une organisation proche des frères musulmans, de jeunesse, une organisation de jeunesse qui s'appelle le FEMISO, qui a été reçue lors d'un événement récent au Parlement européen, et qui est évidemment très inquiétant, parce que on nous présente souvent ce sujet de l'islamisme et donc des idéologies fréro-salafistes, qui sont des courants finalement qui défendent cette même idée radicale de l'islam comme quelque chose de minoritaire, de marginal, alors qu'on voit à de multiples reprises une véritable imprégnation dans la société française. Typiquement, ce soir, il y a la fête de la musique, comme vous le savez, on a vu une explosion sur les réseaux sociaux notamment d'influenceurs radicaux musulmans qui expliquent que la musique est haram. Et une fois plus, c'est pas quelque chose de marginal. On parle de centaines de milliers de vues, de reprises. J'ai vu également qu'il y avait une polémique, là encore, qu'il y a eu beaucoup de reprises sur les réseaux sociaux au sujet du fameux maillot de l'OM, parce qu'il y a évidemment sur ce maillot la croix, qui est finalement celle du drapeau de Marseille. Et donc on voit bien que ça dépasse largement les simples sphères de mosquées, d'organisations ou d'associations qui seraient bien définies. Ça avait évidemment un effet majeur sur notamment la jeunesse musulmane française. Mais ça percole dans la population finalement. Et bien sûr, et surtout, ça c'est démontré par les statistiques, parce que ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de sondages qui ont été faits sur les personnes musulmanes présentes en France. On s'est rendu compte, notamment à l'occasion de l'assassinat de Dominique Bernard par un terroriste, qu'il y avait pas moins de 30% des jeunes lycéens musulmans qui ne condamnaient pas totalement cet assassinat par un djihadiste. On sait également aujourd'hui qu'il y a une très large majorité de musulmans qui défendent par exemple le port de l'abaya à l'école, pour ne citer que cet exemple, ou considèrent que la laïcité est discriminatoire à l'égard de leur religion. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut regarder le sujet en face, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une réponse sécuritaire. Il y a plus profondément un sujet démographique. Voilà, parce que la réalité quand même, c'est que quand vous importez des millions de musulmans sur le sol français, vous avez un pays musulman. Et que imaginez qu'on puisse demain avoir dans nos classes, et c'est le cas dans un certain nombre de territoires, des classes majoritairement, si ce n'est parfois exclusivement composées d'enfants qui sont de confession musulmane, il ne suffira pas d'avoir des cours d'éducation civique ou des cours sur la laïcité ou des chartes de la laïcité pour pouvoir contrarier finalement ce phénomène historique et démographique qui fait que le nombre fait la loi. Et donc j'aimerais que finalement, suite à cette prise de conscience relative sur les frères musulmans, il y ait derrière une prise de conscience sur l'enjeu véritable qui est celui évidemment de la démographie et de l'immigration. Et le combat n'est pas fini, puisque vous savez, moi j'ai la particularité d'être aujourd'hui non seulement attaqué par le FEMISO, cette fameuse association, mais en plus par l'école des frères musulmans, l'IESH, qui me poursuit en justice pour avoir dénoncé leur islamisme. Donc, Arthur de Vatrigan. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Si on prend votre exemple de classe, en effet, la loi triomphe jamais d'un état social contraire. On sait que la méthode des frères musulmans, c'est de pousser l'abaya, le voile. En septembre, c'est la rentrée. C'est le burkini l'été, c'est le voile à la rentrée en septembre. Vous avez 80% dans une école d'enfants issus de l'immigration arabo-musulmane. Qu'est-ce qu'on fait? C'est précisément ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce fameux chiffre qui nous explique que donc la moitié des Algériens qui sont aujourd'hui en France sont arrivés après les années de vide. Donc il y a eu une accélération phénoménale, et donc la première des urgences, c'est d'arrêter les flux.
d'arrêter les flux entrants pour ensuite traiter le sujet de ceux qui sont évidemment sur le sol français et qui amèneront des réponses diverses, évidemment à la fois de réarmement culturel et psychologique, scolaire, mais aussi bien sûr sécuritaire et judiciaire. Mais arrêter le flux pose aussi une question fondamentale que vous avez abordée juste avant mon arrivée, qui est celui aujourd'hui de la dépossession de la politique par le gouvernement des juges, qui devient aujourd'hui extrêmement inquiétant, si ce n'est totalement scandaleux. C'est-à-dire que la dernière, évidemment, manifestation de cela étant, comme vous l'avez longuement expliqué, le fait que cette loi sur la justice des mineurs a été largement censurée, une de plus. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir consensus à droite pour arriver aux affaires et en premier lieu s'attaquer à une réforme du Conseil constitutionnel, à une réforme de son périmètre d'action, du texte sur lequel elle intervient et même de sa composition, parce qu'aujourd'hui nous sommes face à un contre-législateur qui se permet d'interpréter les textes dans une logique évidemment diversitaire, multiculturelle et pro-immigration. Alors, il y a une politique d'immigration qui s'applique en ce moment en Europe. On la voit en Italie. Madame Meloni, on le voit, Giorgia Meloni mène sa politique, mais elle trouve aussi sur son chemin le gouvernement des juges qui cherche à démonter chacune des étapes de sa politique migratoire. Est-ce que Giorgia Meloni est par ailleurs encore pour vous une forme de modèle ou de contre-exemple dans la politique européenne aujourd'hui? Écoutez, moi je suis très heureuse aujourd'hui que voilà, le mérite de Madame Meloni soit reconnu. C'est une femme que je connais bien, avec qui j'échange régulièrement. Vous n'êtes pas sans savoir que notre parti est aujourd'hui l'allié officiel de son parti en France. Nous siégeons dans le même groupe des conservateurs et réformistes européens au Parlement européen. J'ai été longtemps seule d'ailleurs à défendre son bilan et son pragmatisme, parce que c'est une femme évidemment qui est arrivée aux affaires en étant très mal vue par les institutions européennes et qui a su voilà, dans un jeu d'intelligence diplomatique, réussir à défendre les intérêts de son pays et à aligner, grâce à son leadership, une partie de l'Union européenne sur les intérêts de l'Italie, qui sont d'ailleurs aussi les nôtres, parce que c'est en premier lieu les sujets migratoires. Et elle a des résultats, pas seulement d'ailleurs en matière migratoire, assez spectaculaires, il faut le dire, mais aussi, disons-le, en matière économique. Et y compris sur un certain nombre de sujets de société. Elle se bat par exemple contre la gestation pour autrui. Elle a réhabilité le terme de père et mère dans les documents administratifs. Donc elle est vraiment sur tous les fronts. Et elle l'est d'ailleurs parce qu'elle a eu, selon moi aussi, des choses pour lesquelles je me bats, l'intelligence de construire une large coalition qui va du centre droit jusqu'à la droite nationale. C'est comme si en France, nous avions par exemple des gens qui venaient d'horizons jusqu'au Rassemblement national, voilà, qui m'apparaît être une des clés intelligentes pour parvenir à ses fins. Donc c'est vrai que j'espère que ceux qui aujourd'hui se prévalent de son modèle la suivront jusqu'au bout de sa logique. Arthur de Vatrigan, et ensuite je vous poserai une question sur l'Iran, bien évidemment. Quel a été comme vous connaissez très bien Meloni en effet, et que vous avez bien suivi et défendu son bilan, quel a été, si on revient un peu en arrière, quel a été le point de ralliement, sur quel sujet elle a rallié différents courants en Italie, et en France, quel serait ce point de ralliement, si vous avez dit de réunir du Rassemblement national jusqu'à l'horizon ou ailleurs, quel serait ce point de ralliement? Sur quoi devrait-on converger? La réalité en Italie, c'est que le sujet migratoire est un sujet très important, évidemment, qui n'est pas aussi, grave qu'ici, puisqu'ils n'ont pas le droit du sol. Vous savez, en Italie, ils n'ont pas les largesses sociales, évidemment, qui sont les nôtres. Et donc, ils sont bien souvent un pays de transit. Donc, le point de crispation a été le fait qu'aujourd'hui, l'Italie était en train de se transformer en centre d'accueil de migrants à ciel ouvert pour l'ensemble de l'Europe, finalement, pour des raisons simplement d'entrée géographique. Donc ça a été évidemment l'un des levier de la coalition, mais aussi les sujets économiques. C'est une femme qui porte une vision plutôt libérale. Elle a pris les mains dans un pays qui était en grande difficulté budgétaire, notamment, et largement mise à mal d'ailleurs par une gauche inconséquente à travers 5 étoiles et populiste qui avait pris la main avant elle. Et donc c'est vrai qu'elle a su réunir en premier lieu là-dessus, mais la différence, vous savez, entre l'Italie et la France, elle tient aussi parfois à des choix de la petite histoire. C'est-à-dire que, eux, ils ont eu Berlusconi. Et Berlusconi, dans les années 80, brise le cordon sanitaire et fait venir un ministre issu de la droite nationale, à l'époque le MSI, dans son gouvernement de centre-droit. Et à l'époque, nous avons Chirac. Voilà. Peut-être ça aurait été différent avec Balladur. Et Chirac, lui, qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, il renforce très largement le cordon sanitaire pour préférer les alliances finalement avec le centre-gauche. Et donc finalement, ces trajectoires divergentes font qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation dans laquelle on est. Mais bon, il n'est pas trop tard pour rattraper les choses, évidemment.
Alors, l'actualité internationale, c'est droit. C'est une semaine marquée, évidemment, par les événements entre Israël et l'Iran. Vous avez marqué d'abord une forme de scepticisme, peut-être, au début de la semaine, en disant il aurait été mieux qu'Israël consulte ses alliés avant d'intervenir. Nous sommes une semaine plus tard. Trump se donne 2 semaines, quant à lui, avant de savoir s'il va trancher ou non. Quelle lecture faites-vous de la présente situation? Souhaitez-vous une politique de changement de régime en Iran? La redoutez-vous? Quelle lecture faites-vous de la situation? Déjà, première chose, évidemment, Israël est légitime à vouloir défendre son intégrité face à un régime, je le rappelle, celui des Mollahs, qui appelle régulièrement à le rayer de la carte. Ce qui est sûr, c'est que si demain l'Iran était amené à avoir la bombe nucléaire, ce serait un drame non seulement pour la stabilité de la région, mais aussi la paix du monde. Donc tout doit être fait, le maximum doit être fait, évidemment, pour éviter que l'Iran, demain, puisse avoir la bombe nucléaire. Maintenant, on comprend à travers l'initiative de Benjamin Netanyahou qu'il ne s'agit pas seulement de légitimement bloquer ou retarder l'accès au nucléaire, mais potentiellement de pousser à un changement de régime. Et c'est simplement là où j'en appelle à la prudence, voilà, parce qu'on sait que bien souvent, les Occidentaux peuvent être particulièrement optimistes quant à la suite qui peut être donnée à des changements de régime obtenus par des interventions extérieures, la force ou la violence. Voilà. Vous avez en tête l'Irak, la Libye? Évidemment, je me souviens bien sûr de cela. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a de nombreux experts qui disent et mettent en garde sur le fait que demain, si un régime devait tomber, ce seraient probablement les gardiens de la Révolution, qui sont une des institutions encore plus radicales, qui pourraient être les plus à même, finalement, de reprendre le pouvoir si l'élite cléricale était amenée à tomber. Donc ça, c'est quand même un point de vigilance. Un deuxième point de vigilance, du point de vue des intérêts français à quand même avoir en tête, c'est le fait que demain, si la violence était privilégiée à une solution diplomatique, l'Iran pourrait avoir la tentation finalement de sortir du traité de non-prolifération nucléaire pour obtenir la bombe nucléaire de manière clandestine, à un moment où, je le rappelle, en 2026 va être signée la clause de revoyure finalement de ce traité de non-prolifération. Et si c'était le cas, et si nous perdions finalement la maîtrise et le contrôle de cette expansion de la bombe nucléaire, d'autres pays, c'est déjà ce qu'ils sont en train de dire, d'ailleurs comme l'Arabie saoudite, comme la Turquie, notamment comme l'Égypte, pourraient eux aussi revendiquer d'avoir la bombe nucléaire et peut-être du coup s'extraire du contrôle de l'agence du nucléaire en refusant de passer par ce traité de non-prolifération. Et donc à partir de là, nous aurions un nombre d'acteurs dans une région sulfureuse extrêmement nombreux qui pourraient posséder la bombe et ce serait évidemment extrêmement difficile à gérer et extrêmement dangereux pour la sécurité dans le monde en général et pour la France évidemment en particulier. Il nous reste un peu plus d'une minute, mais disons une minute à peine, sur un sujet plus léger. Que vous inspire le slogan « C'est Nicolas qui paie », dont on en parle de plus en plus ces temps-ci? Que vous inspire ce slogan? Écoutez, moi, je me retrouve beaucoup dans Nicolas, donc il m'inspire du bien, puisqu'évidemment, il est représentatif de ce ras-le-bol fiscal bien légitime qui fait qu'aujourd'hui, je rappelle que nous sommes l'un des pays de l'OCDE dans lequel le travail paie le moins, en ayant le sentiment de payer toujours quand même pour des choix qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire en l'occurrence l'alimentation d'une immigration de masse, des services publics de plus en plus défaillants et une assistanat galopant qui n'est pas toujours malheureusement au bénéfice de ceux qui en auraient vraiment besoin face à un travail qui ne paye plus. Donc moi je trouve que, voilà, tiens bon Nicolas, on arrive. Vous essayerez de l'inviter la saison prochaine, Nicolas, Mathieu? Ah oui, je crois qu'il y a des millions, des dizaines de millions de Nicolas, je crois. Merci beaucoup Merci Marion Maréchal, Arthur de Vatrigan, Mathieu Bock-Côté et